Mesdames, et messieurs, bonjour. Bienvenue. Entretien spécial avec une personnalité importante. La situation de l'Est continue de susciter de remous au sein du microcosme sociopolitique congolais avec la décision du chef de l'État de décréter l'état de siège. Que pensent les uns, que pensent les autres, que pensent surtout les députés, les élus de ce coin. Nous avons ici l'honneur aujourd'hui de recevoir sur ce plateau l'honorable Jackson Aoussi Afinkoto. Honorable, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bienvenue, vous allez bien, honorable? Très, très bien. Vous êtes député de l'Est, élu précisément de... Des territoires d'Irum. Irum, c'est un des territoires de la province de l'Ituri. moi j'ai toujours dit que vous êtes élu de Ituri, mais c'est précis à Irumu. À Irum. Irum, c'est le territoire. Parce que pour nous, la province n'est pas une circonscription. Exact. Une circonscription, c'est le territoire. Et pour le cas qui est le mien, je suis élu de Irum. Pour ou contre l'état de siège de l'État? Pour. Mais beaucoup de gens décrient cette décision en disant que ça ne va rien changer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne suffit pas de décrier, il faut décrier et à proposer aussi notre alternative. Si pour les gens qui sont contre, ce n'était pas ça la décision qu'on devrait prendre, on devrait alors faire quoi? Or, par contre, pour moi, je me suis dit que c'est venu en retard. On a décrété ça en retard. Si c'était moi, on devrait le décréter il y a plusieurs mois avant. Parce que nous sommes dans 2 ans de notre mandature. Depuis 2 ans que nous sommes venus ici, en Ituri, il y avait déjà, depuis 2017, les massacres. On avait plusieurs fois alerté les institutions nationales pour dire que ça allait mal et que la question nécessitait d'être inscrite à l'ordre utile. Et la question devrait être une question nationale. Bon, il a plu au chef de l'État de le décréter au mois qui court, et nous saluons et nous disons, nous attendons les résultats. Oui, mais on voit des reportages où on dit que de l'autre côté, les gens ne sont pas, la population n'est pas très d'accord, et c'est vrai. On dit qu'on a mis des rebelles à la tête des provinces, des anciens rebelles, et c'est des gens qui sont cités dans les rapports des Nations Unies. Ça, c'est ce qui se dit ici à Kinshasa. Parce que moi, je viens d'ailleurs, il y a 2-3 jours, j'étais à Magui pour une mission parlementaire. Et les gens sont très contents de cette décision qui a décrété, n'est-ce pas, l'état de siège, le remplacement donc des autorités civiles par les autorités militaires. Cette question qui anime le débat ici à Kinshasa sur les personnes déjà nominées, ils ont des rapports, ils sont ici des groupes armés, mais moi je me dis, les gens là ne sont pas appelés officiers militaires les jours qu'on les a nommés. Avant la nomination, ils étaient où? Et qu'est-ce que ces rapports attendaient pour être exploités? Donc pour moi, c'est un faux débat. C'est un débat qui risque de nous retarder inutilement. Ce sont des officiers militaires congolais, oui ou non? Oui, ils étaient dans l'administration militaire, ils ont occupé même des fonctions militaires. Si il y avait un rapport contre eux, on attendait quoi pour sortir tous ces rapports? Est-ce qu'on attendait seulement l'état de siège? C'est une distraction. D'accord. Pour nous, nous voulons... Vous êtes d'accord avec l'état de siège? D'accord avec l'état de siège, nous le soutenons. Quitter les groupes armés, honorable. Vous attendez quoi pour quitter les groupes armés? Quitter les groupes armés? Vous, les députés de l'Est. Ouais. Le président Mbosso était clair, hein? Vous y compris, vous attendez quoi pour quitter les groupes armés? Exact. C'est un appel de responsabilité. C'est comme on est responsable quand on est représentant. Nous qui représentons, nous les représentants. Nous représentons et des bonnes et des mauvaises personnes. Ce n'est pas parce que ce sont des sorciers, parce qu'ils tuent, que nous ne les représentons pas. Nous représentons l'actif et le passif de la population. L'actif de la population, c'est quand la population que nous représentons se comporte bien. Mais le passif, c'est quand cette même population se distingue dans le mal. Donc nous représentons tout ce monde-là. Donc on dit quitter les groupes armés, vous prenez ça positivement. Nous le positivons. Nous disons, là, on voulait nous dire d'aller sensibiliser nos siens qui se retrouvaient dans les groupes armés. Non, vous êtes en train d'interpréter l'idée d'Mbosso dont on a compris, fâché. Les députés, vous n'étiez pas là, ils sont parmi, même les députés de l'Est ont fait un sit-in, ils sont montés jusqu'au niveau du perchoir pour dire au président clairement qu'il n'était pas d'accord avec la situation de l'Est. Et le président a lâché un peu dans la colère pour dire, mais vous là, je vous dis là, on l'a au pointeur du doigt, si vous voulez que cette situation-là cesse, quittez les groupes armés. Exact. Il aura accusé directement, vous êtes responsable de cette situation. Exact. Vous qui êtes là-bas. C'est comme je viens de vous dire, c'était une interpellation. Le président, en disant ça,
voulait nous interpeller sur les responsabilités qui sont les nôtres. Parce que je peux vous informer, il y a des groupes, l'insécurité à l'Est se fait à travers les groupes armés, dans lesquels nous trouvons les groupes armés locaux et les groupes armés étrangers. Je parle des groupes armés locaux. Dans les groupes armés locaux, il y a des Congolais dedans. Il y a des Congolais au même titre que Aoussé, au même titre que Peter, qui sont dans cette forêt-là. Ah donc, si on voulait nous interpeller, attaquer Congolais, attaquer le représentant originaire de cette partie, en disant que vous là, quittez le groupe armé, effectivement, parce qu'il y a les gens de nos territoires. Moi, je suis du Roumou. Dans mon territoire, il y a des groupes armés. Et les groupes armés qui sont animés par les communautés locales, parfois les communautés qui sont les nôtres. Ah donc, nous sommes, d'une manière ou d'une autre, nous avons la responsabilité de prêcher aux nôtres de quitter les initiatives. D'accord, mais comment vous faites alors, vous, pour faire battre campagne, pendant qu'il y a de l'insécurité, pendant que ça tire, mais vous faites comment pour battre campagne et les gens vous élisent? Vous n'êtes pas complice. Comment vous battez campagne dans la quiétude alors? S'il y a de l'insécurité, les groupes armés, effectivement, c'est une bonne question. Les groupes armés n'habitent pas le village. Les groupes armés ont leur bastion dans la forêt. C'est cela aussi le débat. Parce que les gens croient que non, les groupes armés, ils sont à Bounia, ils sont à Komanda chez moi, ils sont dans les villages. Ils ne sont pas dans les villages. Ils viennent, c'est pour cela qu'on parle de l'activisme des groupes armés. Ils quittent leur bastion pour venir déstabiliser les agglomérations. Et nous, quand nous faisons campagne, nous n'allons pas faire campagne dans des bastions des groupes armés. Nous faisons les campagnes dans des agglomérations plus ou moins sécurisées. Parce que pour votre information, M. Peter, l'Est, c'est la partie de notre pays qui a une densité plus élevée que d'autres parties de ces pays-ci. Vous pouvez être d'accord avec moi. Imaginez-vous, seulement Ituri et Nord Kivu, plus de 30 millions d'habitants. Or, on en a 80 millions. Tout au plus 80 millions. 80 millions. Alors, si déjà dans deux provinces qu'on peut trouver 30 millions, pour vous dire qu'il y a des agglomérations importantes. Il y a des agglomérations. Il y a par le fait de l'insécurité, nous n'arrivons pas à atteindre d'autres agglomérations, mais cela ne peut pas nous empêcher de ne pas être élus. Honorable, qu'est-ce qui se passe finalement dans l'Est? C'est quoi, vous qui êtes là-bas? C'est qui? C'est quoi? Qui est derrière? Le Rwanda, le Burundi, les États-Unis? Qu'est-ce qui se passe là-bas? En fait, cette question peut trouver sa réponse auprès des services. Parce que c'est ça aussi le fonctionnement des institutions. Nous constatons seulement qu'à l'Est, il y a la prolifération des phénomènes de groupes armés. Les gens, peu importe les raisons que les gens peuvent donner, parce qu'il y a, les gens donnent les raisons, on dit que non, à l'Est, les gens s'organisent autour des minerais. Mais ce sont les zones minières, les zones qui ont une certaine potentialité minière, c'est autour de ces zones que les gens s'organisent. Il y a aussi des hypothèses selon lesquelles les gens, c'est autour des terres que les gens se battent, à l'Est, peu importe toutes ces raisons-là, parce qu'il y a aussi une autre raison dont les gens n'en parlent pas. Cette raison, cette cause que moi j'appelle de la grogne sociale, M. Peter. Ce sont des zones très démographiquement élevées. Mais les investissements publics ne suivent pas effectivement dans ces zones-là. Je prends seulement les territoires de Djougou, dans l'Ituri, n'est-ce pas, là où vraiment c'est très mouvementé, avec les phénomènes de groupes armés, avec l'histoire même de la guerre au niveau de l'Ituri, depuis 2001 et tout. C'est un territoire. Mais un territoire avec une densité très élevée. Mais dans lequel on ne trouve pas de routes. Il n'y a aucune société installée dedans. Il n'y a pas d'entreprises, même pas privées, même pas publiques. Et du coup, ça devient une zone fertile pour que quiconque veut aller s'installer dedans peut facilement recruter les jeunes pour s'organiser à des mouvements subversifs. Donc, pour moi, qui est derrière? Nous trouvons seulement nos jeunes congolais, parfois associés aux étrangers, parce que ça arrive parfois, quand on arrête les gens, par exemple, à Mahagi, dans les mois passés, on a arrêté plus de 12 sujets rwandais, ougandais plutôt, sujets ougandais qui traversaient pour rejoindre les groupes armés chez nous. Donc, il y a les gens de partout, mais nous constatons seulement, et nous nous limitons à voir qu'il y a les gens qui s'organisent en groupe, détenir les armes et, n'est-ce pas, créer des désordres et tuer les gens. Aujourd'hui, le tableau, il est très sombre, monsieur le journaliste. Le tableau est très sombre. Ituri et Nord Kivu, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, plus de 5000 personnes tuées. Seulement depuis 2017. Dans ces deux provinces, plus de 3 millions de personnes en déplacement. Je parle de 3 millions de personnes en déplacement.
Les écoles ne vous en parlent pas. Les territoires de Beni, je parle des territoires, les territoires de Beni, d'Irum et de Djou, ce sont des territoires qui se suivent comme ça. Mais je vous informe qu'il n'y a pas les enfants à l'école. Les écoles sont détruites, les centres de santé, ainsi de suite. Donc, le tableau, il est vraiment très sombre. Moi, je pense que l'état de siège est venu au point nommé, quel que soit que je dis, chose, et c'est venu un peu avec retard. Vous êtes de Ensemble pour la République, mais aussi dans l'Union sacrée. Vrai ou faux? Oui, nous sommes de l'Assemblée pour la République, aussi dans l'Union sacrée. Vous pour des raisons de cause. Vous tiraillez comment là maintenant? Vous rendez service à l'Union sacrée ou ensemble? Quand les intérêts s'entredéchirent, vous faites comment? Il n'y a pas des alliés politiques comme nous, des alliés politiques de bonne foi comme nous. Nous, on n'a aucun intérêt de s'en tirer parce que nous faisons la politique pour la population. On ne fait pas la politique pour nous. On dit que vous êtes de mauvaise foi. On ne fait pas la politique pour l'Union sacrée pour déstabiliser Fachi, pendant que vous avez vos plans, vous deux ensemble. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce débat, il est révolu parce que nous sommes à l'intérieur du gouvernement, nous sommes à l'intérieur de la majorité au niveau du Parlement et nous travaillons de bonne foi. Nos membres qui sont au gouvernement ne s'identifient pas à nous, ils sont membres à part entière du gouvernement, ils travaillent pour le compte du gouvernement et nous, les députés qui sommes dans la majorité au niveau du Parlement, nous travaillons dans le cadre de cette majorité-là. On ne s'identifie pas très forcément par rapport à nos familles politiques. Cela n'exclut pas le fait de quelqu'un d'appartenir à sa famille politique. Maintenant, le moment n'est pas à ce niveau-là. Le moment maintenant, c'est que nous avons un gouvernement, nous avons un programme du gouvernement qui a été présenté, adopté dans sa large majorité au niveau de l'Assemblée. Nous sommes dans le cadre de cette mise en œuvre de ce programme-là. Nous en sommes avec la loi sur la CENI, réforme de la CENI. La loi sur la CENI est en train de suivre son bonhomme de chemin. Moi, je pense que le débat général pour ça était déjà organisé. On avait déclaré cette loi, la recevabilité de cette loi-là. La loi est déjà au niveau de la commission. Et moi, je pense que dans les jours qui suivent, avant la fête de la session, nous allons pouvoir adopter cette loi-là. Honorable, vous étiez rapporteur lors du bureau d'âge, au début de la législature. L'Assemblée nationale, vous percevez beaucoup d'argent. L'Assemblée nationale fonctionne sur base. L'Assemblée nationale fonctionne sur base du budget. Vous avez bouffé combien déjà? L'Assemblée nationale fonctionne. Vous étiez rapporteur, non? Vous confirmez d'abord que vous étiez rapporteur pendant les rapporteurs du bureau provisoire. Provisoire, oui. Pas bureau d'âge, bureau provisoire. Oh, oui, les rapporteurs. Vous avez bouffé combien? Il semble que c'est en termes de millions là-bas. Ça, c'était faux débat. C'est un débat révolu. On n'a rien eu là-bas. Oh. On n'a rien eu parce que nous, on était là pour, n'est-ce pas, valider les pouvoirs des députés, adopter le règlement intérieur et installer les bureaux définitifs de l'Assemblée. C'est ce qui a été fait. En termes de millions, ça n'a pas été de notre mission. Nous, la mission n'a pas été celui de mobiliser des millions pour les députés. Mais ce que je sais, l'Assemblée nationale fonctionne sur base d'un budget, lequel budget fait partie des budgets globaux du pays. Donc, ce n'est secret pour personne que l'Assemblée nationale a besoin de l'argent pour que celle-ci puisse fonctionner comme toutes les autres institutions de la République. Alors, vous êtes fier de votre bilan jusque-là, jusqu'ici? Depuis que vous êtes député, les gens qui vous ont mandaté, leur vie a changé. Depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale, la vôtre, elle a changé quand même. Quand je vous vois, je sens que ça sent les changements. La base qui vous a élu, sa vie a changé. Vous avez fait quelque chose pour votre base? Si vous dites que ma vie a changé, c'est peut-être votre bel studio ici qui fait changer ma couleur. Mais qu'à cela le tienne, il n'y a pas un changement outre mesure. Mais en fait, par rapport à ma base spécifique, je ne dirais pas que leur vie a changé parce que je vous ai dit qu'ils sont dans l'insécurité permanente. Voyez-vous, chaque jour que les gens sont en mouvement et dans ce contexte-là, peu importe la personne qui pouvait être élue, je ne pense pas que les miracles pouvaient être faits. C'est pour cette raison que pour nous, les challenges, pour nous vraiment, ce que nous devons faire maintenant, c'est la restauration de l'autorité de l'État dans cette zone-là. Et moi, je pense que le reste va pouvoir partir. Les 2 actes que nous venons de faire au niveau de l'Assemblée, nous ne sommes pas trop fiers de ce qui a été fait parce que la vie de la population n'a pas été heureuse. Dernière question, parce qu'on a fini. Vous êtes ensemble pour la République derrière Moïse Katumbi. Pourquoi vous êtes avec Moïse? Pourquoi l'avez-vous choisi? Moi, je n'ai pas choisi Moïse comme individu, mais moi, j'ai plutôt choisi la famille politique ensemble comme étant un cadre dans lequel nous pouvons aller contribuer pour que
la situation du pays puisse changer. Parce que si vous allez dire que nous sommes venus pour Moïse en tant qu'individu, pour dire que le jour où Moïse ne sera pas là, nous allons pouvoir aussi disparaître. Donc notre famille politique ne fonctionne pas sur base d'un individu. Nous fonctionnons sur base des programmes, sur base d'une idéologie. Donc, c'est-à-dire, nous, avec le Moïse, ensemble, autour d'une idée, pour que nous puissions aller de l'avant. D'accord. C'est vrai que vous avez perçu les 7 000 $ pour faire tomber Mabunda? Vous dites? C'est vrai que vous avez perçu les 7 000 $ pour faire tomber Mabunda? Oh. Que les députés étaient corrompus avec 7 000 $ donnés par Kabound pour faire tomber Mabunda? Bon, en fait, corrompu ou pas, les faits, moi je parle des faits. Parlons des faits. Je suis en face d'un homme sincère, vrai ou faux? Exact. Même vous deux ensemble, vous avez perçu aussi. Parlons des faits. Les faits, je ne saurais pas démontrer la corruption. Moi, ce que je peux démontrer, c'est que Mabunda était présidente de l'Assemblée nationale, mais aujourd'hui, elle ne le parle. C'est ça le fait. Qui est corruption, qui n'est pas corruption. Avez-vous perçu 7 000 $ ou pas? Non, on n'a pas perçu. On n'a rien perçu. Avez-vous perçu 2 000 $ pour faire tomber le Premier ministre ou pas? Peter, toi tu déranges trop. Toi tu déranges trop. Nous, comment on peut percevoir? Donc, il suffit qu'on nous donne aujourd'hui, alors, Peter, donnez-nous 2 000 $ qu'on fasse partir l'actuel Premier ministre. Donc, il faut faire pour partir le Premier ministre, il faut nous donner 2 000 $. Donc, nous allons faire partir tous les Premiers ministres chaque jour. Donc, votre salaire, c'est de combien? Vous dites? Vous avez entendu ma question. Bon, la question, c'est une bonne question, Peter. Cette question des salaires des députés. Est-ce que les députés touchent l'argent plus que tout le monde Honorable, dans des institutions? Votre salaire est de combien? Le salaire est de combien, messieurs les journalistes? Je vous dis bien que l'Assemblée nationale fonctionne sur base Honorable, budget. votre salaire est de combien? Est-ce que vraiment sur le plateau, on peut... on connaît les salaires. Dans le pays structuré, on dit le président a autant, le Premier ministre a autant, les députés ont autant. Pourquoi ici c'est un tabou? Oui, malheureusement ici c'est peu tendancieux. Ici c'est peu tendancieux, on ne cherche qu'à savoir les salaires des députés. Or, il n'y a pas que des députés. Mais vous avez reçu le mandat, les gens vous ont envoyé là-bas. Le fait de recevoir le mandat fait que les salaires des députés... Vous êtes redevable à la population. Et la redevabilité passe par la connaissance des salaires. Donc nous sommes payés. Nous sommes payés, nous ne sommes pas payés plus que tout le monde, nous ne sommes pas payés moins que tout le monde, mais nous savons seulement que nous sommes payés et nous rendons service par rapport à ça. Il faut plutôt, moi je vous demanderai par contre à vos journalistes, de nous évaluer par rapport à nos missions. Vous ne nous évaluez pas par rapport à nos missions, mais vous ne faites que nous mettre en confusion parfois avec la population sur le débat des salaires. Nous, notre mission, c'est de voter les lois. Si on nous paye tout ce que nous paye là, tout ce que vous imaginez. C'est de voter des lois, c'est de contrôler aussi. Et de représenter la population. C'est sur ces piliers-là, c'est sur ces missions-là que vous devriez nous évaluer. Est-ce que nous contrôlons? Est-ce que nous votons? Est-ce que nous représentons? Alors pour tout ça, vous percevez combien le mois? Nous ne sommes pas payés d'ailleurs. Pour votre information, on ne nous paye pas. On a quelques mois de paiement. Honorable Jackson Naoussi Afingoto, merci. Je suis très heureux, messieurs les journalistes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.